Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est le deuxième épisode du balado autour du traducteur. La question qui est posée, c'est êtes-vous un bon traducteur ou une bonne traductrice? C'est une question que je sens personnellement toujours en filigrane dans le programme de mentorat. Les mentors, soit qu'ils disent expressément ou soit que surtout par leur manque des fois de confiance dans les bonnes solutions qu'ils ont. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important à débattre ici. Et j'ai demandé d'ailleurs à Joachim Lépine, qui est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et maintenant qui vient de fonder l'École de traduction Lyon, de nous entretenir, de nous donner son point de vue. Et le débat va porter autour de, j'ai mis comme des balises. On s'est entendu, Joachim et moi, là, sur ces balises-là, dont j'ai parlé un petit peu là, dans le premier épisode que j'avais fait. Donc, on va aborder cette question-là par rapport au type de bilinguisme, parce que il faut s'interroger d'abord, il faut bien se connaître en tant que traducteur. Donc, si on a un bilinguisme d'enfance, donc il y a beaucoup de fonctions qui sont automatisées quand on passe d'une langue à l'autre. Donc, on a beaucoup moins de fatigue mentale. Si on a un bilinguisme d'adolescence aussi, le cerveau est encore assez comment je pourrais dire, flexible pour automatiser plusieurs fonctions, mais le bilinguisme d'âge adulte, ben, on peut devenir, pour dire en bon québécois, très fluent là, dans la langue seconde, mais il reste toujours qu'il y a plus une fatigue mentale qui s'installe quand on parle dans la langue seconde, ou ça peut être une troisième langue ou une quatrième langue, c'est toujours le même principe. Puis il y a aussi le bilinguisme équilibré, parce qu'on peut avoir un bilinguisme d'enfance, mais si on a la chance d'avoir un parent qui prend en charge une langue, puis l'autre parent l'autre langue, puis qu'on peut apprendre à parler, à lire et à écrire aussi bien dans les deux langues, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut avoir quelqu'un qui est très habile dans les deux langues, mais qui est à l'école uniquement à l'école française, par exemple, mais il parle très bien anglais. Alors ça aussi, il faut en tenir compte dans notre travail. On va en parler tout à l'heure avec Joachim. Puis aussi la maîtrise des processus cognitifs en lecture et en écriture. Alors, si vous êtes un bon rédacteur ou si vous n'êtes pas un bon rédacteur, ben, c'est différent. On nous dit beaucoup qu'il faut bien savoir rédiger pour être un bon traducteur, mais être un bon rédacteur ne veut pas dire nécessairement être un bon traducteur, parce qu'il y a des gens qui ne passent pas la barrière de la langue. Il y a aussi les mécanismes cognitifs, j'en parle, la mémoire, parce qu'on est dans un monde où on travaille de plus en plus avec des applications de traduction automatique et bientôt de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Et les clients ne sont pas disposés à payer les segments qui sont déjà traduits. Ça, c'est un problème. Mais nous, on est responsable de faire un fil conducteur. Ce n'est pas évident de faire, il faut quand même, on est comme un petit peu mal à l'aise. Est-ce qu'on doit quand même lire les 100%, mais on n'est pas payé pour ça, on n'est pas payé. Alors, on peut utiliser notre mémoire à court terme, puis notre mémoire, une utilisation de la structure des textes pour combler les trous sans trop mettre de temps sur les 100%, puis quand même faire un fil conducteur qui a du bon sens. Puis la dernière chose que je vous demande, que je trouve qui est importante, c'est de savoir si vous êtes visuel, auditif ou kinesthésique. Ça a l'air étrange comme ça, mais je travaille beaucoup, Joachim aussi, avec la dictée. La dictée fait appel aux yeux et aux oreilles, et je suis sûre que la dictée pour une personne visuelle, ce n'est pas la même chose que pour une personne auditive, parce que la personne visuelle dans la dictée va utiliser plus le volet auditif, parce que c'est sa force. Et la personne visuelle, moi, je suis visuelle, puis j'utilise plus les yeux, j'en suis consciente, mais j'utilise aussi le côté, on n'est jamais 100% là, un ou l'autre, mais moi, je vais utiliser plus le côté visuel. Alors, c'est ça qu'on va regarder. Puis, si on a le temps, j'aimerais faire une petite parenthèse sur encore une angoisse de tous les traducteurs, c'est
J'ai eu une intuition, j'ai eu une bonne traduction, mais là, je me suis remis en question, puis j'ai tout effacé ça et tout ça, puis finalement, c'était la meilleure traduction que j'aurais dû la garder. Et ça, c'est de prendre conscience que le sens arrive avant les mots. C'est qu'on a, à l'intérieur, on est fait comme ça, les êtres humains. On n'a pas nécessairement les mots ou on a des mots qui nous arrivent, mais il faut faire confiance à notre senti. Et puis, des fois, prendre des risques. Alors, je vais laisser Joachim nous présenter son école. Et puis, à toi, Joachim. Ben, merci beaucoup, Sylvie. Ça fait beaucoup de sujets. Je ne sais pas combien de choses on va pouvoir regarder dans une heure, mais écoutez, un grand merci de me recevoir aujourd'hui sur ce balado. C'est vraiment, je suis très touché de l'invitation. Pour vous expliquer en quelques mots, j'ai enseigné la traduction et des sujets connexes à l'Université de Sherbrooke pendant près d'une quinzaine d'années. Mais là, je prends un an de congé de l'enseignement pour me concentrer sur ma propre école, qui est une nouvelle école de traduction, l'école de traduction de Lyon. Puis, ben, ce qu'on fait, ben, on offre des cours sur toutes sortes de sujets pour permettre aux traducteurs de bien vivre leur carrière et de bien traduire. Donc, en fait, c'est tout nouveau. C'est depuis le mois d'août. Puis, on a, je dirais, en moyenne, une douzaine de participants par formation. Donc, on est super contents et on espère prendre la croissance. Puis, à travers ça, ben, j'ai aussi enseigné pendant les dernières années pour différentes associations, donc pour l'OTIAC, pour Magistrade, pour toutes sortes d'organismes ici au Québec, mais aussi je forme beaucoup au Royaume-Uni par le ITI, dans lequel je suis très actif actuellement comme formateur, puis je donne différentes formations pour Editors Canada et d'autres. Donc, en fait, c'est ma passion dans la vie, c'est d'enseigner. J'adore traduire et j'aime encore plus parler avec d'autres traducteurs. Puis, je vous invite vraiment à activer votre micro si vous voulez parler aussi. Ce n'est pas un échange à sens unique. Je ne prétends pas non plus avoir toutes les solutions, aucunement. Donc, sentez-vous complètement libre d'écrire dans le clavardage ou d'activer votre micro et on va avoir un échange euh, qui devrait être assez intéressant. Donc, en quelques mots, voilà un petit peu d'où je sors, moi. Je suis situé dans les cantons de l'Est du Québec, donc à Sherbrooke. J'adore ma profession. Bonjour Lise, je vois Lise dans les commentaires. Je suis super content de te revoir. On espère faire une activité en présentiel à un moment donné là, avec le RLE. Mais voilà, donc avec la nouvelle école, ben, mon objectif, c'est vraiment d'aider le plus grand nombre de traducteurs possible. Traducteurs et traductrices. On devrait dire traductrices et traducteurs, n'est-ce pas? Vu que les femmes sont beaucoup plus nombreuses là. Plus de 7 traductrices ou traducteurs sont... plus de 7 traducteurs sont des femmes, je vais le dire comme C'est ça. ça, oui. Donc, c'est ça. Mais voilà, donc, puis je devrais mentionner aussi que mon école de traduction, je l'ai co-fondée, donc fondée avec Anne-Marie Boulanger, qui enseigne la traduction anglaise également à l'Université McGill. Donc, on a des points communs, mais aussi on a des forces différentes. Donc, on se concentre sur des sujets différents dans le cadre de notre école. Puis, on s'est divisé un petit peu la tâche de gestion d'une école parce qu'on découvre tout le travail que ça implique de gérer les 7 plateformes en ligne que ça prend pour avoir une école sur le web aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup de l'invitation. Puis je suis très heureux de répondre à vos questions, puis on devrait avoir une belle discussion. D'ailleurs, Yves, je pense que tu as levé la main tout à l'heure. Oui, je veux juste savoir, je suis probablement très visuel, mais le nom de l'école, école de traduction, c'est un petit mot, là. C'est Oui, comment Lyon, on écrit? Lyon, Lyon? oui, oui. Lyon, oui, c'est l'école de traduction de Lyon. En anglais, c'est Lion Translation Academy. Ah, OK, Donc OK. le nom, le nom est bilingue. Le Lyon, Alors, ça, oui, là, c'est là, là. Comme Metro Goldwyn Mayer. OK, ouais, merci. c'est ça, encadré comme ça. Ah, Je vais mettre Voilà. le lien justement dans le chat. Alors, c'est traductionlyon.com. merci. Merci, c'est Puis, gentil. ça va vous amener sur la plateforme.
Alors, moi, ce que j'aimerais voir avec toi, Joachim, c'est que justement, par rapport au bilinguisme, on est, comme tu l'as déjà fait remarquer, puis je pense que tu le fais remarquer dans tes formations, c'est que vous êtes comme au Québec, à peu près 15% d'anglophones, traducteurs anglophones, c'est ça pour… C'est un peu moins. Lors des derniers recensements, on parlait d'environ 10%, 10 à OK. 12%, quelque chose comme ça. À moins que ça ait changé, c'est dans ces eaux-là. Ouais. OK. Alors, ce qui veut dire que aussi, on a beaucoup de collègues francophones qui sont appelés à traduire vers l'anglais. D'où ma question, justement, êtes-vous un bon traducteur ou une bonne traductrice? Donc, la question se pose dans la perspective du bilinguisme. Le besoin est là. Est-ce que, et puis là, je vois que justement, il y a un des ateliers que d'ailleurs, certains de nos collègues d'Oxo Transcript ont suivi, là, Make sure your English is English. Est-ce que ça a été fait dans cette perspective-là, justement, de répondre, dans quelle perspective ça a été fait, cet atelier-là? En fait, l'idée, l'impulsion n'est pas venue de moi. C'est à la fin d'une formation que j'ai donnée sur l'autorévision où un participant est venu me voir après, puis il a dit il y a tellement un besoin criant, autant pour les anglophones qui sont entourés, si on veut, où ils se trouvent dans un milieu francophone, se laissent influencer par le français. Donc, ils ont un besoin d'une formation qui irait chercher un peu les principaux facteurs qui font en sorte qu'une traduction anglaise va sentir la traduction. Puis ils se disaient en même temps, ben, peut-être que pour les francophones, ce serait intéressant aussi de pouvoir travailler leur anglais. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai trouvé l'idée formidable et en fait, j'avais déjà beaucoup de textes que j'avais montés pour une telle formation. Donc, c'était un peu l'idée qui a mené à ce cours-là, qui est un cours de 2 demi-journées. En fait, on l'offre la semaine prochaine par l'École de traduction. Mais pour vous expliquer un peu l'idée, c'est vraiment pour les deux. On a des francophones qui vont travailler leur anglais. Et puis, on a, je dirais quand même, la plupart des participants sont des anglophones qui sont dans un contexte bilingue où ils sont susceptibles d'être influencés par le français. Donc, la manière dont j'ai bâti la formation, c'est vraiment la première demi-journée porte sur les défis lexicaux. Puis, on regarde aussi au niveau grammatical, on regarde comment est traité le sujet en anglais et en français. C'est très intéressant. Juste de parler du sujet, il y a au moins 3 manières différentes dont le français et l'anglais vont amener un Je te sujet. confirme, moi-même, en tant que réviseur, moi, j'ai le côté francophone. Et tu m'as expliqué que moi, ça m'avait échappé. En français, on adore, même on est obligé de varier, lorsqu'on a un concept, de varier les appellations. Alors, si on a un type de programme, après ça, vous parlez de l'initiative, après ça, de l'effort, etc., sans quoi on a peur d'ennuyer notre lecteur. Alors que Tout tu à fait. m'expliquais qu'en anglais, justement, donc l'anglophone qui est toujours dans le milieu francophone va être tenté, peut-être inconsciemment, de faire la même chose lorsqu'il va traduire vers l'anglais. Est-ce que c'est ce genre de difficulté-là que vous abordez? Tout à fait. Donc, si on revient un petit peu à la nature propre de chaque langue, le français est une langue dite de variation élégante, c'est-à-dire qu'on va utiliser des synonymes pour traiter de la même idée qui va former finalement le fil conducteur du paragraphe. Donc, le projet dans la première phrase va devenir l'initiative, qui devient l'effort, qui va devenir mobilisation, etc. Puis on va varier et c'est tout à fait naturel en français. Par contre, en anglais, si on reproduit ce sujet-là, puis on commence à varier la tournure à chaque phrase, c'est très difficile pour le lecteur de savoir si on parle toujours de la même chose. Puis on a aussi ce que j'aime appeler le eyes glazing over syndrome, qui est qu'il y a une sorte de fatigue cognitive parce qu'on n'a pas l'habitude de voir le sujet replacé à la tête de chaque phrase comme ça. On n'est plus sûr vraiment de quoi on parle, puis c'est difficile de suivre la logique. Alors que si on remplace certains sujets par this and that, qui peut sembler très, très flou pour le francophone, Exactement, c'est ça. finalement, enfin, l'anglophone va pouvoir respirer, il va se retrouver, Puis nous, il on va va dire, savoir ah de quoi on non, pas encore parle. un descendant. De quoi il parle? Voilà, donc vous allez expliciter, mais nous, si on commence à expliciter, c'est difficile de comprendre. On sait plus trop de quoi on parle parce que l'anglais n'est pas une langue de variation élégante. Donc, et c'est pas seulement au niveau du sujet, c'est la syntaxe même, la syntaxe qui va être plus variée en français.
J'aime dire que le français, c'est un peu comme du sushi, puis l'anglais, c'est l'hamburger. It's a meat and potatoes language. En anglais, on a quand même, c'est pas mal sujet, verbe, complément avec quelques variations. On peut échanger nos patates par des légumes cuits, par exemple, ou à la vapeur. Mais quand même, sensiblement en anglais, là, c'est sujet, verbe, complément. Alors qu'en français, ben, si on ne varie pas suffisamment les tournures, on ressent tout de suite une sorte de lourdeur, une maladresse dans l'écrit. Donc, c'est fondamental. Puis tout ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que les machines, la traduction automatique neuronale, même les N'arrive meilleurs moteurs pas au monde, voilà, c'est ça, ils ne sont pas capables de faire ça. Et non, la plupart aujourd'hui fonctionnent au niveau d'analyse de la phrase et non du paragraphe en plus. ou du texte. On commence à avoir des initiatives où les moteurs neuronaux sont capables de faire une analyse du paragraphe ou du document, mais à ce jour, je les ai tous testés et puis ils sont incapables de suivre le sujet d'un paragraphe et utiliser le même terme. Donc, ils ne comprennent pas comment on va amener le sujet. Ils ne comprennent pas non plus que la syntaxe ne doit pas être variée de la même manière dans les deux langues. Donc, c'est une richesse finalement. C'est ce qui fait la différence de la langue, puis ce qui fait aussi que la traduction, ben, ça va rester une profession, je pense, encore longtemps. Moi, Certains de mes collègues ont beaucoup d'inquiétudes, mais moi, j'ai peu d'inquiétudes moi là, quand je fais aussi, des textes je qu'on pense juste m'envoie. que l'inquiétude est plus l'adaptation parce que la réalité change quand même, mais on va toujours être là. Et pour revenir à justement ce que tu disais, le sujet, moi, en tant que réviseur, justement, en anglais, vous utilisez, c'est naturel pour vous de répéter le programme, justement, pour pas se Oui. perdre. Mais aussi, la langue anglaise est une langue moins genrée que le français. Alors, Oui. le problème que je relève très souvent en tant que réviseur, c'est justement le traducteur qui répète le projet ou le programme. Mais alors qu'il ou elle ou ce dernier ou celui-ci, il ne pense pas du tout à les utiliser. Et je suis sûre que ces traducteurs-là, ils rédigeraient en français spontanément, ils le feraient. Mais ils sont Mhm. comme hypnotisés par le terme anglais et les délais aussi qui sont très courts. Alors aussi, il y a ça là, qui se sent bousculé. Alors ça, c'est une Tout à fait. difficulté. Mm. Puis la formulation passive. Oh mon Dieu, je suis là-dedans là, ces temps-ci. Qu'aurais-tu à nous dire sur la formulation passive en anglais? J'ai un collègue qui m'a dit que le passif serait plus poli, ce serait une question de politesse en anglais. Est-ce que c'est possible? Alors que nous, il faut toujours dire, bon, le personnel a fait ci, Monsieur X a fait ça. Il faut trouver qui a fait quoi. C'est plus, on va plus vers l'actif. Oui, c'est très intéressant de parler de la voix active et la voix passive. C'est pas la même chose dans les deux langues. J'ai juste une question avant de répondre. Laurence, votre chien, c'est quelle race de chien? Parce que je magasine actuellement un chien, puis il est tellement beau. C'est quoi comme chien? Euh, c'est un mélange de Shih Tzu et bichon frisé. OK, wow. Désolée, il est colleux, fait que je voulais juste. Oh, mais il n'y a pas de problème, au contraire. Au contraire. Euh, non, c'est ça. Donc, pour Il y a répondre quelqu'un qui veut entrer. Il y a quelqu'un qui veut entrer. Ah Oh, oui, merci Yves. Je vais, Excusez. quelqu'un. Pendant cette pause, je veux juste dire, il y a une époque, on utilisait la notion, le terme de répétition pédagogique. Mais il y avait un peu d'ironie dans ça, puis qui n'était pas la même densité de répétition, effectivement, entre l'anglais et le français. Mais des fois, ça m'est arrivé à l'époque de justifier mes répétitions en français en disant que c'était une répétition pédagogique, voyons. j'aime ça. C'est bien dit. Je vais utiliser ça, répétition pédagogique. Oui, c'est bon. Pour ce qui est de la voix active et la voix passive, donc souvent je pose la question dans mes ateliers, pensez-vous qu'il y a plus de voix active ou passive en anglais par rapport au français? Puis très souvent, les gens vont me répondre, ben voyons, l'anglais a plus de voix active, puis on nous dit tout le temps d'utiliser plus de voix actives. Mais figurez-vous que ce n'est pas vrai. Si on regarde les corpus et les statistiques, en fait, on a beaucoup plus de voix passives en anglais. C'est tout à fait naturel pour toutes sortes de raisons. Dont la première, c'est qu'on n'a pas de on. On n'a pas de mot qui fait office de on en anglais. Donc, on n'a pas ce que j'appelle le dummy subject qu'on peut utiliser à toutes les sauces. Et donc, en conséquence, toutes sortes de voix actives en français vont devenir passives dans un contexte anglophone.
Et dans bien des contextes, c'est bien pratique de ne pas avoir à nommer l'acteur dans la phrase. Puis je vous donne un exemple concret. J'ai vu pendant la pandémie des textes passés où en français on avait le on ou bien on disait l'État. Et en anglais, c'était rendu par la voix passive. Donc, en français, on avait l'État émet des recommandations quant à la distanciation sociale ou on vous recommande, qui est devenu systématiquement en anglais It is recommended that ou bien masks are advised, des choses comme ça. Donc, la voix passive va faire plus officiel, va faire plus neutre. Puis, si on commençait à dire The government recommends that you wear a mask, en fait, ça serait un problème important parce que c'était surtout au début de la pandémie, là, quand les gens étaient très, très réfractaires aux masques. Si on commence à dire l'État vous dit de faire ceci, vous dit de faire cela, il y a fort à parier qu'on va avoir l'effet contraire si les communications vont commencer à parler de l'État. Donc, très intéressant de voir que intéressant. oui, Ouais. c'est ça. On n'utilise pas les mêmes structures en raison du on, en raison finalement du manque de besoin de mentionner le sujet, puis le malaise que ça peut produire en anglais aussi. C'est pas toujours évident de savoir. Là, c'est évident, cette situation-là, parce qu'on se rappelle comment ça s'est passé, le début du confinement et le port du masque. Mais quand on a un texte, c'est peut-être plus facile pour un anglophone de le sentir. Nous, on ne se pose pas la question. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant. J'aimerais aussi aborder, par rapport à l'anglais au français, en fait, quand on traduit, c'est ce que j'explique un peu, là, c'est que surtout chez les jeunes traducteurs, ils vont remarquer que ça leur prend à peu près 2 à 3 ans avant de devenir autonomes. Ceux qui travaillent en cabinet, généralement, sont révisés. Tous les textes dans un cabinet là, qui est vraiment bien structuré avec le personnel qu'il faut pour les encadrer, 2 à 3 ans. Puis, moi, j'en suis venue à la conclusion que il y a comme des mécanismes cérébraux, mentaux qui doivent s'installer parce qu'il y a comme une inhibition entre les deux langues. On ne peut pas, évidemment, comme je disais dans le premier balado, quelqu'un qui parle 3-4 langues, moi, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, j'étais en Italie. On était dans une navette, on retournait à l'hôtel, puis j'entendais parler anglais, italien, que j'avais je n'étais pas parfaitement bilingue, mais bilingue de base, pour soutenir une conversation, et français. Et là, je me suis rendu compte, ça fait clic dans ma tête. J'ai dit, mais on peut comprendre autant de langues qu'on est capable d'en parler dans la mesure où on est assez proche des interlocuteurs pour saisir Et puis, je sentais que je pouvais passer d'une conversation à l'autre très facilement, mais en production, il y a une inhibition qui se fait automatiquement parce qu'on ne peut produire que dans une seule langue à la fois. Et la traduction, ce n'est pas un processus normal, linguistique normal dans la vie de tous les jours. On n'utilise pas ça. Ça a été, je pense, par le fait, avec l'histoire, que des collectivités, des communautés se sont entrées en contact, puis ça s'est installé petit à petit. Donc, il faut trouver des moyens, non seulement connaître bien les deux langues, mais aussi contourner ce mécanisme-là d'inhibition. Et ça prend du temps, justement, à mettre les balises en place. Et on est pris aussi avec notre bilinguisme et nos automatismes. Alors, c'est ça, là, aussi. Alors, ceux qui ont eu la chance d'avoir un bilinguisme équilibré, qui sont aussi bons en anglais qu'en français pour les deux langues dont on parle ici, aujourd'hui, ça peut être aussi d'autres langues, qui écrivent, qui lisent et qui parlent parfaitement bien dans les deux langues, ça doit être peut-être plus facile que nous. Alors, nous, on est tout de suite c'est nos automatismes qui prennent en charge, qui arrivent là, tout de suite. Puis il faut les mettre de côté. Et la façon de les mettre de côté, c'est de travailler plus avec des concepts. Donc, de travailler plus quand les traducteurs plus chevronnés apprennent avec le temps de travailler au niveau sémantique. Parce qu'on n'est plus dans l'automatisme, on est dans la réflexion. Justement, je pense que vous avez fait un atelier aussi, justement, pour aider les traducteurs à voir l'implicite dans les textes et à le rendre aussi l'implicite. Parce que ce qui
qui doit être implicite dans notre langue à nous, dans la langue de départ, parce que nous parlons plus de langue de départ et de langue source, langue cible, si on veut, là. N'est peut-être pas le même implicite dans le texte dans la langue d'arrivée. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Joachim? Est-ce qu'il y a des choses Certainement, qu'on ne doit pas dire en anglais, mais qu'il faut dire en français et vice-versa? absolument, absolument. Ne fût-ce que les pronoms qui doivent parfois être explicités. En français, on dit son, mais son, c'est quoi? C'est his ou her. On peut parfois dire their, mais dans certains cas, comme dans des politiques que j'ai traduits, des politiques très, très longues et très complexes, on ne peut pas toujours dire their dans certains cas. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut impliciter, mais ça prend du temps. Et ça me fait penser, pendant que tu parlais de toutes ces différences, puis le temps d'acquisition finalement de la capacité de traduire. Je me rappelle quand j'étais adolescent, puis c'était avant que je suis parti à l'université. J'étais parti en voyage, puis je parlais à une madame assez âgée, puis je lui parlais de tous mes projets, puis je disais, ah, ben l'année prochaine, j'ai tellement hâte, je vais aller à l'université, j'ai étudié la musique, je vais faire telle chose, puis après, je vais faire ça, puis je pense m'en aller dans ça, puis je lui raconter toute ma salade, tous mes projets de vie d'adolescent, là. Puis elle m'a écouté pendant un temps, puis elle m'a dit, Joachim, je vais te dire quelque chose, puis j'aimerais que tu te rappelles de ça. Il ne faut pas devancer le temps. J'ai trouvé ça tellement beau comme parole, puis je reviens souvent à ça ces temps-ci. Là, j'ai 40 ans, puis j'ai d'autres projets de vie complètement que j'avais à ce moment-là. Mais je trouve que c'est tellement juste qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas devancer le temps. Il faut donner le temps nécessaire pour que quelque chose puisse mûrir. Puis je trouve que ça rejoint très bien ton sujet parce que apprendre à traduire, ça prend du temps. Il faut se donner quelques années. C'est comme ça pour tout le monde. Je connais personne qui est capable de traduire par magie. C'est une compétence qui se développe, c'est normal. Il faut être doux avec nous-mêmes, avoir de la compassion pour soi-même, puis se donner le temps. Donc, pour les jeunes, ceux qui commencent dans le métier, ben mon premier conseil, ce serait de se faire réviser, puis de ne pas trop être dur avec soi-même, parce que c'est normal d'apprendre. Quelqu'un qui va apprendre une autre profession, c'est la même chose. Les premières années sont difficiles. On apprend tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ça fait partie du processus de devenir finalement un professionnel. Donc, je pense qu'il ne faut pas devancer le temps, il faut penser en termes d'années. Si déjà à l'université, dans les premières années, on se dit « Ah, ben, ça va me prendre quelques années, j'ai besoin de temps, je me donne le temps pour développer ces compétences-là », je pense qu'on peut avoir une arrivée dans le marché qui va être beaucoup plus en douceur. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, c'est une compétence à part entière. Ce n'est pas la même chose que de parler deux langues. C'est vraiment une autre compétence qui doit faire son chemin. J'ai parfois une chose qui me venait. Yves, est-ce que vous avez une question? J'ai cru voir votre. Vous vouliez intervenir? Yves, on ne t'entend pas. Ton micro. Oui, allez-y. On ne t'entend pas, Yves. Ton micro est éteint. Bon, excusez-moi. Une chose que j'aime dire, puis il me semble qu'on ne l'entend pas très souvent, puis je me demande si je suis le seul à le penser, mais en tout cas, moi, j'ai été amené à la traduction après avoir fait beaucoup de révisions du français. Ça sert énormément. La question du français, pas réglée complètement, c'est jamais réglé complètement, mais j'ai moins besoin, disons, ça ralentit moins mon travail de traducteur. Je le dis maintenant à ce qu'on appelle les jeunes peuvent commencer à 40 ans, là, mais faites des tonnes de révision du français, révisez le bulletin paroissial de votre paroisse, puis ça vous familiarise avec les outils, informez-vous des outils, puis commencez après ça à faire de la traduction graduellement. J'ai l'impression me semble qu'on ne le dit pas au bac, ou on le dit très peu. Moi, si j'étais professeur, je le dirais. Le premier jour, on est 25 élèves, je dis, dites-moi si vous avez déjà révisé du français. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas réviseur, donc c'est intéressant d'avoir une perspective complémentaire.
Mais je Comment pense est-ce qu'on que, apprend à... Joaquin, tu avais parlé que toi, tu avais une approche, excuse-moi, là, je trouve que ça s'accroche, ça rejoint, ça complète. Tu m'avais parlé que tu faisais lire les textes sources à tes étudiants et que tu le recommandes pour les jeunes traducteurs aussi. Je pense que ça Absolument. Donc, compléterait ce que Yves dit là aussi. oui, c'est ça. Et donc, réviser, puis lire tout simplement. De lire, c'est important pour développer son oreille interne, pour se faire une tête sur différentes manières d'écrire. C'est très important de lire. Surtout à l'ère de la TAN. Donc, si on travaille avec la traduction automatique neuronale, c'est en fait devenu, je ne sais pas si vous le saviez là, mais c'est devenu la norme de lire d'abord la cible et après de revenir vérifier contre la source. Donc ça, c'est devenu, ça s'impose désormais comme la manière de travailler. Dans ce contexte-là, ceux qui, puis on en parlait avec Sylvie hier, mais ceux qui sont déjà aguerris peuvent quand même très bien s'en sortir avec une approche comme ça, qui est plus près de la révision, en fait. Donc, on rejoint les propos de Yves. Quelqu'un qui va lire le texte source, puis après comparer, il s'apparente davantage à un réviseur d'une certaine manière, jusqu'à un certain Ouais. degré, en tout cas. Mais en même temps, il faut avoir d'abord appris l'art de traduire. Ça, c'est bien important. Puis, c'est très important de lire le texte, lire le texte source. Surtout quand on est dans ses débuts, là, il faut d'abord prendre le temps de lire. Puis, c'est pour ça que dans tous mes cours de traduction, j'ai toujours interdit l'utilisation des outils. Donc, la TAN, par exemple, de faire traduire quelque chose par Google ou DeepL, je ne l'ai jamais permis dans mes cours parce que je pense qu'il faut d'abord développer le réflexe de comprendre le texte de départ, puis de reconstruire la situation dans son esprit, finalement, pour pouvoir pondre la traduction. C'est sûr que si on a la TAN en plus, puis on a cette rentrée neuronale, il faut vraiment d'abord avoir acquis ces compétences de reconstruction de la situation pour pouvoir bien utiliser ces outils-là, les utiliser à bon escient. Sinon, ben, on peut tomber dans le piège de très facilement reproduire des mauvaises structures ou des incompréhensions. Donc, plus important que jamais, à mon avis, là, de prendre le temps de lire le texte source. Puis c'est intéressant, même je parlais à un groupe d'experts sur la post-édition. Puis c'était tous des traducteurs et des réviseurs très, très bien connus. Puis ils s'entendaient sur le fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on lit d'abord la sortie machine, puis après on compare avec l'original. Sauf qu'il est plus important que jamais de lire le texte source à quelque part. Puis c'est intéressant de voir dans l'ouvrage magistral de Brian Mossop sur l'autorévision, il recommande par exemple de lire le source en paragraphe quelque part dans la séquence. Peu importe si c'est le début ou à la fin, c'est important à quelque part de lire le texte qu'on traduit pour vraiment pouvoir se reconstruire la situation puis de quoi on parle. Donc, je trouvais ça intéressant comme commentaire qu'il a fait. Il a un nouvel ouvrage aussi qui parle de la post-édition, où il parle un petit peu de la même chose. C'est très bien. Puis, tu parlais que la post-édition, on se fera plus comme un réviseur, mais aussi, je pense que j'avais suivi une de tes formations justement sur la post-édition l'an dernier. Et au lieu d'accélérer aussi, parce qu'on est moins payé, là je parle pour les pigistes, on est moins payé parce que, je dirais sous prétexte, entre guillemets, que le donneur d'ouvrage nous remet une version déjà pré-traduite. Mais en réalité, ça nous ralentit parce qu'on a le texte, ça dépend de comment on travaille, mais on a la version sous les yeux qui nous est imposée. On essaie de prendre du recul par rapport à ce que nous, on veut faire. Puis là, il faut faire un mélange entre les deux. Puis aussi, il faut revenir au texte. On a comme trois, alors qu'en traduction traditionnelle, on a le texte de départ et le texte source. Là, on a comme trois éléments à traiter en même temps, là, assez rapidement, et pour un moindre... et après ça, on a aussi le degré, les pourcentages qui nous sont donnés. Moi, j'ai déjà essayé. On me disait qu'on ne me payait pas pour les 100 puis il y avait une erreur grosse comme le bras. J'ai dit, ah, il ne me paye pas pour les 100 je ne le fais pas, mais je me suis fait taper sur les doigts. Mais vous auriez dû le dire, vous auriez dû le faire.
Tu sais, il y a tout ça, là. Alors, donc, une fois qu'on s'est fait taper sur les doigts une fois pour ça, ben après ça, on regarde toujours les 100. Donc, c'est toujours, je trouve que ça complexifie. Moi, je parle de plus en plus d'une espèce de dislocation de la démarche de traducteur, de traduction, parce qu'elle est de plus en plus, c'est comme si on a de plus en plus de barrières qui sont devant nous, là. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord un peu avec ça. C'est un enjeu assez important. Moi, je vais être très, très franc et direct avec vous. Moi, avec mes clients qui sont des clients directs, donc moi, je ne travaille plus pour les agences à l'heure actuelle, mais je l'ai fait longtemps. Mais pour mes clients directs, chaque fois que j'ai des recoupements 100%, à moins que ce soit, mettons, 2 pages là, d'un texte qui sont juste copiés-collés, là, mais si on parle de répétition 100% dans un texte, ben, moi, je leur indique simplement dans la facturation, dans le domaine de la traduction, les répétitions parfaites sont facturées au tiers. C'est comme ça que ça marche. J'ai jamais une fois eu un client qui m'a dit non, on ne vous paye pas pour les répétitions exactes. S'il existe une technique magique pour pouvoir ne pas lire les répétitions exactes, je serais très curieux de l'entendre, mais je ne connais pas de solution miracle. Au contraire, je pense qu'il faut facturer. Puis je trouve que le tiers, c'est très correct. C'est fair. Ça représente bien le travail qui prend moins de temps que la traduction. Finalement, c'est plus de la révision. Puis d'ailleurs, je l'avais lu dans un ouvrage par un réviseur qui disait la même chose, que les répétitions parfaites s'apparentent vraiment à la révision. C'est de la révision finalement. C'est plus de la traduction, c'est de la révision. Donc, on devrait facturer la révision. Et comment on facture la révision? Généralement, c'est le tiers de la traduction. Exactement, c'est ça. Donc, moi, c'est comme ça que je le présente. Je n'ai jamais une seule fois eu un client qui n'a pas été d'accord avec cette approche. Oui, Donc, Lise? Oui, bien, je pense qu'il faudrait que tu fasses une distinction, par exemple, entre les 100 et les répétitions. Ce n'est pas la même chose. Hein? Le 100 ça vient de la mémoire de ton client. ouais. Là c'est vraiment ça. de la Non, révision. non, Une c'est vrai. répétition, c'est autre chose, à mon avis. Là. Quand toi, tu as fait toi-même ton texte, puis ça se répète, bien, normalement, tu t'es bien relu, puis tu n'as pas à retoucher à la répétition ensuite. Là. C'est ça, sauf que ça dépend si vous recevez, mettons que vous recevez un texte à traduire pour une agence, puis il y a des parties qui sont comme tu dis, ce sont des répétitions exactes, puis ils sont locked dans la mémoire, mettons, qui sont verrouillés. Ouais. Ben, c'est une chose, des fois qu'on ne peut rien faire, mais tout ce que moi je peux vous dire, c'est que dans le marché privé, quand on a des clients directs, les gens comprennent l'enjeu puis ils n'ont pas de problème à payer le tiers. Dès qu'on travaille pour une agence, on va recevoir parfois des correspondances parfaites comme ça, puis ils vont dire, ben, ça c'est déjà traduit, donc touchez-y pas. Sauf que, comme Sylvie l'a dit, ben, il faut quand même vérifier le contexte. Donc, c'est là que ça devient difficile. Dans les derniers contrats que moi j'ai fait pour des agences, j'ai négocié. Puis j'ai dit, voici ce que moi je trouve que ça vaut votre mandat. Voici ce que je suis prêt à faire. Puis quand ils étaient partants, puis ils ont dit, oui, on comprend tout à fait, Joachim, qu'il faut quand même vérifier tout ça. Parfait. Dans d'autres cas, ben, s'ils disent, non, on n'accepte pas ces conditions, on va aller ailleurs. Ben, d'accord. Je ne peux pas contrôler le comportement des autres, mais je peux contrôler comment moi je fais, comment je gère mon entreprise. Donc, mais tu as raison, Lise. Tu as tout à fait raison qu'il faut négocier avec nos donneurs d'ouvrage. Oui. Même si c'est des cabinets, ça vaut la peine de dire ce qu'on en pense. Puis... Absolument. Puis eux, parfois, ils ne savent pas comment faire la facturation ou ils ont plus ou moins une idée. Ils envoient ça au pigiste vite, vite. Mais si vous faites une proposition qui a de l'allure puis qui fait du sens en contexte, des fois, ils vont dire, ah ben oui, c'est vrai. On reconnaît tout le travail que ça représente. On est prêt à trouver un compromis. Donc, ce n'est pas vrai que les agences, ils vont parfois faire croire un peu que parce qu'ils utilisent un système de gestion à un autre, que c'est comme ça, puis il n'y a pas de marge de manœuvre. Mais si on les approche puis on leur dit, voilà ce que moi, je suis prêt à vous offrir selon le travail que ça représente réellement, souvent, ils sont prêts à faire des compromis. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une solution. Ce n'est pas une réponse complète à la question, mais ça peut peut-être donner mon point de vue là-dessus. Un début de solution. Oui, c'est ça. Le temps passe et puis j'aimerais aussi
aborder avec toi un petit peu des formations qui s'en viennent, qui sont annoncées déjà sur ta plateforme et qui sont pour 2023. Qui parle, une que le titre m'a beaucoup accroché, qui est peut-être pas tout à fait en lien avec le thème d'aujourd'hui, mais on t'a avec nous, Joachim, alors j'en profite là. Hard-based pricing and price adjustments for translators. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus long là-dessus? Oui, absolument. Mais en fait, quelle belle continuité avec la question précédente, parce que c'est vraiment ça. Moi, la manière que je vais présenter mon offre à mon client, c'est selon mes valeurs. Puis je vous dirais que ça a pris longtemps avant d'en arriver là. D'avoir assez de confiance en moi pour dire voici ce que vaut le travail, voici ce que je suis prêt à faire, voici ce que je ne suis pas prêt à faire. Mais pour arriver à vraiment avoir une approche basée sur les valeurs, ben, ça peut prendre du temps de savoir se positionner, puis d'établir ses valeurs. Puis la raison pourquoi je monte cette formation, c'est justement pour donner des balises, des manières finalement de déterminer, puis d'expliciter c'est quoi mes valeurs à moi. Qu'est-ce que je fais moi finalement? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter, à pas accepter? Puis, ça ne veut pas dire non plus que tout ce que je fais pour tous mes clients, c'est un prix très élevé, puis je n'accepte rien d'autre. Parce que moi, j'accepte parfois de faire des mandats qui sont moins rémunérés quand ça rejoint mes valeurs. Sauf que j'ai pris le temps de faire cet exercice et dire, c'est quoi finalement mes valeurs? Qu'est-ce que j'accepte? Puis un bon exemple, c'est les OBNL. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est juste une piste, mais quand j'ai une demande d'OBNL qui rejoint mes valeurs, plutôt que dire, ben non, moi je facture 26 sous le mot, donc je n'accepterai pas votre demande à 20 sous, mettons, ou à 19, peu importe. Ben, je peux, si j'ai le temps dans mon horaire, ben, je vais dire, je suis très content de faire ce travail pour vous et voici le prix que j'offre au BNL. Mais, chose très importante, dans la facture, je ne vais pas me dévaloriser et dire le tarif de Joachim, c'est 19 sous le mot. Au contraire, je mets le plein prix et j'indique dans une autre ligne le rabais que j'offre comme prix spécial pour les OBNL. Pourquoi je fais ça? C'est très intéressant parce que moi, je suis en cohérence avec mes valeurs. Je ne dévalorise pas mon travail, mais je définis qu'est-ce que je suis prêt à faire pour aider les autres. Donc, ça change ma perception de la chose et ça change aussi la perception du client qui voit la vraie valeur de qu'est-ce qu'ils reçoivent. Donc, ça, c'est juste une manière concrète de mettre en pratique ce que moi j'appelle le heart-based pricing. Parce que j'ai vu beaucoup de formations passer qui sont basées seulement sur les chiffres. Qu'est-ce qu'on devrait facturer, combien qu'on veut gagner par année et tout ça. Mais moi mon approche est un peu différente. Avec le temps, ce que moi j'ai développé, c'est plus qu'est-ce qui est en cohérence avec mes valeurs. Qu'est-ce que, mettons, dans 10 ans, je vais être quand même, quelles décisions vont quand même rejoindre ou si je peux peut-être parler en quelques mots en anglais, what am I still going to feel good about in 10 years? Donc, c'est un peu définir mes valeurs, définir qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, c'est quoi ma mission, c'est qui ma clientèle. Puis, juste le fait de définir un petit peu ces éléments-là, ça change la clientèle avec le temps aussi. J'attire des clients différents. Puis quand j'ai des demandes, je ne passe plus autant de temps à les évaluer parce que je sais maintenant un peu qu'est-ce que je fais, pour qui je le fais, où est-ce que je m'en vais. Puis pour pouvoir faire ça, je trouve que ça prend un travail sur soi aussi parce qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance que si je refuse tel mandat qui n'est pas cohérent avec mes valeurs, que quelque chose d'autre va s'en venir après. Quelque chose de mieux va venir. Parce que sinon, c'est très difficile de dire non aux clients. On a peur de manquer de travail, de manquer de quoi mettre la bouffe sur la table. Il y a souvent les meilleures expressions en français. Peut-être Mais je aussi, sais pas. je voudrais revenir là-dessus, tes valeurs quand tu travailles pour un organisme sans but lucratif et que tu consens une réduction, tu as un autre salaire. Parce que les valeurs, quand tu travailles, les valeurs, c'est ça qui nous donne de l'énergie. Hein. Quand on travaille contre nos Oui, valeurs, avec le temps, c'est reconnu que c'est là qu'on se tricote un épuisement professionnel. Ça prend plusieurs années des fois, là, mais c'est parce qu'on a travaillé pendant des années de temps contre nos valeurs. Quand tu fais cet exercice-là, ben, il se rajoute cette énergie-là qui vient qui est la gratification ou la reconnaissance que les gens ont à ton égard et tout ça. C'est très bon aussi, là. Donc, ça n'a pas de prix, à mon avis. Alors, c'est pour ça que c'est très bon de faire ce genre
de traduction-là. Je pense, Lise, tu voulais rajouter quelque Mhm. chose? Je te vois. Non, c'est correct? Ouais, Oui. c'est parce que j'aurais l'impression de reculer un peu dans les sous-sujets. Je voulais dire, puisque le thème général est suis-je un bon traducteur, une bonne traductrice, c'est quand on parlait de traduction automatique, surtout que la traduction neuronale a quand même fait des pas de géant, là. Une chose à acquérir, c'est la vitesse avec laquelle on juge de l'utilité du segment pré-traduit. Puis, je trouve ça bon de se concentrer là-dessus. Puis, moi, j'utilise toujours, j'ai toujours l'impression de faire la promotion, mais l'inventeur de ça, je l'aime bien. Joachim, tu connais peut-être GT40, qui Mhm. te présente plusieurs solutions. Moi, Oui. j'en choisis toujours 4-5, dont Tradouit, quand c'est des traductions pour le bureau de la traduction. Tradouit se nourrit exclusivement des sites du Canada. Mhm. Puis, j'ai appris à juger rapidement. Puis là, après avoir commencé le texte, souvent après 1 heure ou 2, je sais que c'est toujours Traduit qui va être le plus utile. Des fois, ça va être Super. DeepL, puis des fois, ça va être Google Traduction qui s'est amélioré depuis. Puis, je trouve un bon exercice de juger rapidement. Puis souvent, il suffit de regarder la première moitié de la phrase, même si je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même pour ça, là. Tu regardes la première moitié de la phrase, puis tu sais, bon, je vais choisir DeepL Mhm. pour presque tout le texte. C'est vrai. Puis on devient un petit peu un meilleur traducteur quand on a une bonne dextérité dans cette stratégie-là. Je trouve ça excellent. Ça rejoint beaucoup ma manière de faire aussi. Moi, je suis vraiment de l'avis qu'il n'y a pas un seul outil miracle. Mhm. C'est vraiment plus de trouver l'outil qui va convenir le mieux pour le mandat. Puis c'est pour ça que j'ai aussi plusieurs mémoires de traduction. J'ai plusieurs mémoires que j'utilise pour différents clients. J'utilise Logiterm pour certaines choses. C'est un super, super logiciel pour plein de mandats. Pour d'autres choses, je vais utiliser DéjaVu parce qu'avec DéjaVu, je peux dicter encore mes traductions et mes post-éditions. Sinon, MemoQ. Pour d'autres mandats encore, pour le live docs et tout ça. Donc, chaque logiciel a ses particularités, chaque moteur de traduction a ses particularités. Si on les connaît suffisamment bien, on peut choisir le bon outil pour le mandat. Puis c'est là aussi, quand on a des clients directs, ça peut être très payant. Donc, si par exemple, je traduis des grosses politiques pour un client à répétition, je peux utiliser un moteur adaptatif qui va commencer à intégrer mes corrections. Donc, après quelques À milliers de mots, mesure. ça peut être très, très, très Très payant. intéressant. Il y Ouais. a ModernMT qui fait ça. Hein? ModernMT qui fait ça. Oui, c'est ModernMT, il fait ça, entre autres. Il y Modern a MT. Alexa aussi, Alexa Translations fait ça. Quoique eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est Le finance. financier. Oui, exactement. Ouais. Aussi, là, j'ai mis dans le chat les 3 cours qui sont sur ta plateforme, celui dont tu viens de parler, là, qui est à venir. Un autre qui est donné par ta collègue Anne-Marie Boulanger, Concision, Take Your Translation from Wordy to Wow. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement de ce cours-là? Je pense que Anne-Marie vous donne. Oui, ça va être Anne-Marie, ça va être pour tout traducteur anglophone finalement. Donc, ça sera de prendre des textes puis de les retravailler pour faire plus court. C'est amusant parce que je pense à elle ces temps-ci. Je traduis les textes en éducation, puis je ne sais pas si vous faites la traduction en éducation, mais c'est incroyable, en français en particulier, comme ils font, ils font très C'est souvent là. très, très, très long, alors qu'on pourrait faire court, mais c'est l'espèce de langue universitaire où on doit prouver un peu qu'on sait parler le langage des profs, finalement. C'est le langage des profs. Donc, il y a des phrases entières, là, des fois qu'on peut traduire en un seul mot. Je vois des choses passer, comme dans les textes que je travaille, ils parlent objectif visé dans le cadre référentiel, en l'occurrence, qui en anglais, qui peut devenir simplement goals. C'est assez amusant de voir à quel point on peut... Mais ça rejoint aussi ce que tu disais, Sylvie, de... Oh, on t'a perdu, Joachim. Je t'entends plus. On ne t'entend plus. Ah, t'as perdu le son. Mhm. C'est drôle parce que le micro, il semble activé. Ici, je le vois, là, mais j'ai perdu. Ah, quelque chose. Louise aussi qui veut parler. Louise? Oui, Louise?
Louise, Oui. il faut activer ton micro, s'il te plaît. Oui, Merci. oui, c'est ça. Moi, c'était juste par rapport à. Je travaille pour des cabinets de traduction, moi aussi. Et puis, la seule façon que je m'en sors, moi, avec les traductions qui nous sont imposées, là, je sais que ce n'est pas pour environnement, mais j'imprime toujours le texte. J'ai toujours une copie papier du texte devant moi. Je lis le paragraphe, puis après ça, je me lève la tête, puis je regarde les segments qui sont proposés. Sans ça, c'est plus moi qui traduis, c'est comme on est en réaction avec la machine. Alors que quand je prends le temps de lire le paragraphe, ben là, j'ai une idée de ce qui s'en vient. Puis là, je peux détecter des choses. Tu lis, autrement dit, le Comme texte Guillaume dit. source. Le texte source. Le texte source, j'imprime la copie papier. Pas si ça a 10 000 piastres, là, mais Oui. mais quand même, dans les faits, comme là, j'ai ma copie papier ici, là, je suis en train de traduire, là, puis je regarde, OK, c'est comme ça que c'est présenté, puis là, je regarde l'écran. Je sais que s'il va y avoir une petite puce en avant ou pas. Sans ça, j'ai aucune idée où je suis dans le texte. J'ai besoin de repères, puis le papier, pour moi, c'est un bon repère. Mais je crois que de toute façon, il n'y a pas un écran qui a la définition d'un texte sur papier. Sur papier, on a beaucoup plus de détails. C'est beaucoup moins fatigant, j'imagine aussi. Oui, ça repose les yeux aussi. C'est ça. Joachim, je pense Allô, que... est-ce que vous m'entendez? Ah, t'es revenu? Bon! Allô, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en ai aucune idée. En tout cas, merci de... Les mystères de l'informatique. Alors, c'est ça. Puis, en terminant, moi, je voulais, on n'a pas énormément, on a encore 5 minutes. Je voulais quand même aussi vous parler des avantages de la synthèse vocale que nous utilisons chez Oxio Transcript. Et je vous invite, je vais mettre le lien c'est sur notre blog. C'est en anglais, en français, en anglais, en espagnol et en portugais, parce qu'on a 4 langues c'est ça, ça permet de reposer les yeux quand on relit. Moi, j'utilise beaucoup la synthèse vocale en révision parce que ça me permet justement de me reposer les yeux ou me reposer la tête en entendant. Il faut choisir sa voix aussi, la voix de la personne. Et puis ça aide. Et puis, auparavant, je me rappelle, quand j'ai commencé en traduction, il y avait des traducteurs qui lisaient à voix haute leur traduction ou qui la faisaient lire par un collègue. Il y était 2 collègues, puis ils lisaient. Alors, à mon avis, la synthèse vocale, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais ça se rapproche de cette démarche-là qui existait. Donc. Oui, moi, j'adore ça. D'ailleurs, le text-to-speech, le moteur, s'est beaucoup amélioré dans Word 365. Oui. Donc, il y a même l'accent québécois. Hein? En français, on a l'accent québécois. En anglais, ça doit être aussi, il doit y avoir différents types d'accents. Oui, c'est assez neutre en anglais, mais c'est vraiment beaucoup plus fluide que ça l'était avant. Donc, ils ont vraiment amélioré ça. Puis moi aussi, en plus que j'ai les yeux bleus, j'ai les yeux assez sensibles. Donc, j'ai beaucoup de fatigue visuelle et ça m'aide d'écouter. Donc, surtout un peu plus tard dans le projet, une fois que la traduction est faite, qu'on veut faire la relecture finale, on l'entend tout de suite quand il y a des répétitions maladroites ou quand on a perdu le fil du texte ou quand il y a une préposition manquante, on l'entend tout de suite. Donc, moi, ce que j'aime faire, j'aime me promener dans mon bureau. J'ai un stylo, puis j'ai un bloc-notes. Puis quand j'entends quelque chose qui est à améliorer, ben, je le note, mais je n'arrête pas la relecture. Je vais écouter le texte au complet. Donc, comme ça, je vais rentrer ces correctifs-là. Je vais faire CTRL-F pour trouver c'était où dans mon texte, là, à partir du texte ambiant pour rentrer la correction. Parce que ça, il faut trouver des stratégies parce que c'est tellement demandant pour les yeux, ce travail de traduction. Bien, il y a beaucoup de traducteurs. On sait que, étant donné qu'actuellement, beaucoup de gens travaillent sur l'ordinateur toute la journée, les problèmes de sécheresse visuelle se sont multipliés. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer le prochain balado qui va être avec Mme Nicole Couture qui va nous parler des automassages, justement pour stimuler les glandes lacrymales. Au lieu de s'acheter, moi, j'étais rendue à avoir des gouttes là, durant toute la journée là, parce que j'avais les yeux qui se mettaient à chauffer. Et depuis que j'ai suivi ça, j'ai trouvé, dès que je sens le besoin, et même à force de le faire, c'est comme le sport, plus on en fait, on dirait que nos glandes lacrymales se remettent à fonctionner plus normalement. Là. Alors, je vous invite à vous joindre à nous au mois de novembre. Toi aussi, Joachim, si tu veux être avec nous. Là, absolument, ça serait vraiment très agréable.
Et puis Mhm. d'autres automassages aussi. Cette dame-là a développé ça pendant la pandémie parce qu'elle elle est massothérapeute, puis évidemment, elle ne peut pas recevoir ses clients pendant certaines périodes du confinement. Alors, elle a profité de cette occasion-là. En fait, c'est devenu quelque chose de positif et elle va nous présenter ça la prochaine fois. Et je te remercie beaucoup, Joachim. À moins qu'il y ait d'autres personnes qui ont des questions à poser avant qu'on Non, termine. merci à vous deux. C'était vraiment intéressant encore une fois. Ben, tant mieux. Alors, À la Ah, prochaine. Yves a quelque chose. Salut, Lise. Une petite question rapide au sujet de Modernity. Quand tu disais tantôt que des systèmes peuvent apprendre de nos traductions, mais est-ce que Modernity le fait par rapport aux paragraphes, par exemple, ou c'est vraiment par rapport aux phrases ou C'est par rapport aux phrases, c'est vraiment en temps réel. Il renvoie le texte à ModernMT. Puis, mais ça prend 5 à 6 corrections semblables, mais non identiques, avant que la correction embarque, qu'ils comprennent que c'était vraiment une correction valable. Pour ça que c'est pour les plus gros textes. Si on traduit des petits textes, il n'y a pas vraiment d'avantage. ça? Mais si je traduis une brique, après 3 000 à 4 000 mots, ça commence à être super intéressant parce qu'il commence à tout rentrer au bon endroit. Donc, Ok. c'est pour ça que je l'utilise pas pour tout. C'est pas le moteur le plus idiomatique, mais c'est celui qui s'adapte le mieux, je trouve, le plus On vite. pourrait Mais il n'y a faire. pas, mais il Oui, y a pas un vas-y. certain apprentissage du contexte, ne serait-ce que par paragraphe, par exemple. C'est pas censé. C'est sûr que quand on fait traduire un document au complet, il fait une analyse du document au complet, ModernMT. Mais si on travaille dans une mémoire, à ma connaissance, il n'y a pas d'apprentissage au niveau du paragraphe. Pas à ma connaissance. Bien, merci. On pourrait Ça fait faire un plaisir. balado sur justement quand utiliser, parce qu'on peut travailler encore de façon traditionnelle. C'est pas. Alors, quand utiliser, quel outil, quand, telle façon de travailler, ça pourrait être plus tard un balado là-dessus. Alors, je vous Pourquoi remercie pas? à tout le monde, puis bon après-midi, bon retour au travail. À Merci, bientôt. bon Au revoir. après-midi. Salut bien.